Oui, tout d'abord, on peut dire que l'industrie cosmétique connaît certaines lacunes et a commis beaucoup d'erreurs au cours de son existence face à cette frange de la population. Et on peut même parler parfois d'une forme de tromperie en ce qui concerne notamment les campagnes publicitaires qui reprennent des codes ethniques, on va dire, sans pour autant mettre en avant les personnes qui font partie des communautés qui sont utilisées. Et il y a même un recours assez récurrent du Photoshop pour éclaircir la peau ou des manipulations des photos qui font que ça transforme l'image. On parle souvent du blackfishing depuis quelques années. C'est en fait une tendance qui est le pendant, on va dire, positif du blackface. C'est-à-dire une personne qui a la peau claire va se déguiser, on va dire, en femme noire ou en homme noir pour attirer vers lui le potentiel que représente cette communauté et donc bénéficier des atouts que cela peut lui apporter. Voilà. Depuis le début de l'existence des cosmétiques, il y a eu des produits, disons, spécifiques pour les femmes noires, mais au départ, ça se limitait à des produits éclaircissants, comme si pour être belle quand on est noir, il fallait forcément être plus clair ou vouloir s'éclaircir. Donc ça, c'était une erreur et on peut dire que des gens ont payé très cher cette erreur parce que les éclaircissants utilisent beaucoup, on utilisait beaucoup des produits chimiques très agressifs et très toxiques pour la peau. Et donc heureusement tout ça c'est bien loin maintenant. Mais depuis les années 60-70, avec les mouvements noirs américains comme les Black Panthers ou Black is Beautiful, toute cette période-là où ça bougeait beaucoup dans la communauté noire, il y a eu une forme de un sursaut d'intérêt pour la valorisation de la beauté noire. Et par exemple, il y a le magazine qui s'appelle Ebony, qui existe toujours, hein, qui a été créé en 1945. Donc le fondateur qui est Monsieur Johnson, Johnson a créé en 1973 une gamme de produits de beauté spécifiques pour les femmes noires parce que justement il a été dans le cadre de son travail et dans sa vie privée confronté à cette absence de proposition lorsqu'on allait dans les magasins chercher du maquillage pour les c'était tout simplement ça n'existait pas. Donc il a créé sa propre marque qui s'appelle Fashion Fair Cosmetics. Et c'est drôle parce qu'en fait, Fashion Fair Cosmetics, ça veut dire la foire des cosmétiques égalitaires. Ou alors, on peut traduire ça par le maquillage juste, la justice. Ou alors, fair, ça veut aussi dire clair de peau. Voilà le jeu de mots, en fait, ça vient de là aussi. Après, il y a d'autres marques. Hein. Il y a Iman, la femme de David Bowie, qui a créé sa propre marque aussi avec une spécialisation dans le maquillage pour les peaux noires. Il y a Black Opal, enfin il y a de nombreuses marques aujourd'hui spécialistes des peaux noires.
Alors, pourquoi ça a changé? Ça a changé parce qu'en fait, comme je le disais, les femmes noires sont de très grandes consommatrices de produits de beauté. Et en France, la population à peau mate, métisse ou noire représente à peu près 20% de la population. Ça, ce sont des statistiques qui datent de 2004. Donc voilà, c'est un potentiel énorme pour les produits cosmétiques. Et ce qui fait tourner le monde, évidemment, c'est ça, quoi. C'est ce potentiel commercial pour les entreprises qui a motivé en premier lieu le changement. Ensuite, on a un deuxième point qui a fait bouger beaucoup dans le domaine, c'est le développement des réseaux parallèles. C'est-à-dire, lorsqu'Internet s'est développé, les femmes sont passées par Internet, par notamment des sites comme Diouda, etc., pour trouver des produits spécifiques qu'elles n'arrivaient pas à trouver dans les magasins. Après, il existe aussi des magasins spécialisés, des magasins, par exemple, magasins antillais ou créoles, où on peut trouver à la fois épicerie et produits de beauté typiques de chez nous, les crèmes qu'on connaît depuis notre enfance, les peignes adaptés à nos cheveux, toutes ces choses qu'on ne trouve pas dans les grands magasins. Après, il y a aussi l'influence des youtubeuses et des influenceuses sur Instagram et tout ça, qui sont devenus des gourous, des beauty gourous, des influenceuses puissantes qui pèsent même beaucoup sur la réussite de certains produits. C'est-à-dire que si un produit est médiocre, il va être descendu en flammes très rapidement et l'information sera propagée si vite que souvent on a vu des rappels. Par exemple, je me souviens d'un rouge à lèvres qui avait fait scandale parce qu'il y avait des petits dépôts dedans. Donc ça c'est parti comme une traînée de poudre et finalement l'entreprise a dû rappeler tous ces rouges à lèvres parce que il y avait des produits dedans, il y avait un défaut de fabrication. Donc voilà, si ça marche, c'est très bien, mais dès qu'il y a le moindre défaut avec les réseaux sociaux, c'est radical, on a tout de suite les retombées négatives aussi. Longtemps, c'était limité à la carnation des femmes claires, des femmes à peau blanche, et les formulations étaient bornées à ces peaux-là. Puis finalement, ça s'est étendu plus largement à des teintes plus foncées. Par exemple, il y a à peu près une quinzaine d'années, on pouvait trouver au maximum ma teinte, c'est-à-dire une couleur un peu caramel, chocolat au lait. Ça, c'était le maximum qu'on pouvait trouver en grande surface. Mais aujourd'hui, heureusement, on peut trouver plus foncé, même si ça reste difficile. Par contre, un point important, c'est que c'est une spécificité locale. C'est-à-dire que si on va, par exemple, on a l'exemple de cette femme qui est partie en Croatie, en pensant s'acheter du maquillage là-bas, sauf que c'est une femme noire et évidemment là-bas elle avait très peu de chances de trouver son produit. Pourquoi? Simplement parce que peut-être qu'ils en commandent un ou deux pour mettre en vitrine, mais ils n'ont pas intérêt à faire des stocks si les probabilités que des gens viennent acheter ce type de produit chez eux n'existe pas. Donc voilà, il faut voir aussi du côté, le point de vue du commerçant. Il ne va pas faire des stocks juste pour faire joli, donc il ne peut pas se permettre de gaspiller de l'argent. Donc il faut comprendre ce point de vue-là aussi.
il existe une multitude de couleurs de peau. La couleur de peau, c'est en fait, à la base, une teinte qu'on pourrait appeler entre le rouge et le jaune, donc un orange, un orange très tiré vers le gris. Donc dans l'évaluation des couleurs, on a la valeur, la chromaticité et la teinte. Donc la teinte, on va dire que c'est du orange, mais au niveau de la chromaticité, c'est la pureté du pigment, c'est-à-dire que c'est le dégradé qui se trouve entre un gris neutre et la couleur de base. Donc notre couleur de peau, qu'on soit clair ou qu'on soit foncé, c'est un orange. Ensuite, lorsqu'on veut retrouver sa teinte, il va falloir mélanger à l'intérieur du blanc, du noir, du bleu, pour finir avec un dosage qui correspond à notre peau. Si on demande à une maquilleuse comment elle maquille une femme blanche ou une femme noire, elle va maquiller de la même façon. C'est simplement la balance dans les couleurs qui va changer. Il peut y avoir plusieurs explications à ces différents problèmes que rencontrent les femmes noires et l'industrie cosmétique. Ça peut être tout simplement une erreur stratégique commerciale, c'est-à-dire que quelque part on a sous-estimé le potentiel commercial, le potentiel de cette frange de la population, et donc ça a été beaucoup négligé parce qu'on s'est dit il n'y a pas d'argent à se faire dans ce domaine-là, et du coup on a un peu mis de côté et laissé tomber. Après, il peut y avoir aussi une forme de racisme un peu latent, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie de compromettre sa marque avec des personnes de couleur? Est-ce qu'on a envie de compromettre avec des gens qui sont moins chic, moins glamour? Et ça, c'est du racisme. Donc, et c'est quelque chose que les gens commencent à combattre plus ouvertement. Et du coup, les grandes industries sont obligées de revoir leur stratégie et de rétro-pédaler et d'être plus ouverts, parce que même si on trouve un produit intéressant, même si on le trouve bien, finalement on va se tourner vers une autre marque parce que comment dire, l'esprit de l'entreprise est malveillant ou est tout simplement vu comme rétrograde, donc finalement va sombrer dans l'oubli. L'industrie cosmétique, par méfiance face à l'image que peut renvoyer la femme noire, a beaucoup délaissé les produits qu'ils pouvaient proposer, par peur de compromettre leur image et de paraître moins glamour. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a beaucoup de femmes noires qui sont reconnues comme très élégantes et très glamour aujourd'hui. Les gens sont plus ouverts d'esprit qu'autrefois, et c'est une forme c'est rétrograde, c'est vieillot, c'est vieux jeu d'être raciste, et c'est bête. Le problème peut venir aussi d'une forme d'apartheid, comme ça fait partie du système, c'est-à-dire qu'il y a eu une forme de développement parallèle, séparé,
Donc on a le maquillage pour les femmes blanches d'un côté et le maquillage pour les femmes noires de l'autre. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on voit, notamment, on a l'exemple de Rihanna qui a créé sa propre marque en 2017, qui a fait un carton parce qu'elle est la première marque, donc sa marque qui s'appelle Fenty Beauty, est la première marque à avoir proposé 40 teintes différentes en même temps. C'est-à-dire que la plupart du temps, les marques proposent une forme de dégradé de beige, donc des teintes assez claires, et puis voyant que il y a une certaine demande, finissent par proposer des teintes plus foncées. Mais c'était vraiment la première fois qu'une marque proposait 40 teintes différentes d'entrée de jeu, et on peut dire que ça a été un tournant. D'ailleurs, le Nouvel Obs et Marie-Claire ont même titré à l'époque qu'il y a eu un avant et un après Fenty Beauty. Et depuis, on voit que les marques sont beaucoup plus inclusives, c'est-à-dire qu'elles proposent automatiquement le maximum de teintes possible. Après, c'est compliqué de proposer beaucoup de teintes, donc après chacun de faire des mélanges pour trouver exactement sa couleur. Et ça, c'est un autre problème. Le problème peut venir aussi de la qualité des produits. C'est-à-dire que les peaux noires nécessitent des produits de qualité. Des produits qui sont plus purs en pigments et moins dilués avec des émulsifiants, par exemple. Donc, ça coûte un peu plus cher. Et du coup, peut-être que ça fait partie d'une stratégie, d'une forme de stratégie, d'avoir renoncé à des teintes qui coûtent plus cher. Qui sait? Lorsqu'on choisit du maquillage et qu'on a la peau noire, métisse ou même mate, ce à quoi il faudra faire attention, c'est l'intensité de la pigmentation, parce que souvent le maquillage va être trop clair, pas assez intense en pigment, et donc du coup on va voir en transparence la couleur naturelle des lèvres. Après, si c'est une volonté de faire un look avec du maquillage plutôt clair, ça existe aussi, c'est très bien, mais si on veut vraiment voir la couleur originelle du maquillage, il vaut mieux qu'il soit très intense en pigment. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est bien essayer sur soi, parce que souvent sur le packaging ou même dans les publicités, sur les photos, la couleur n'est pas réellement celle qu'on va avoir en appliquant le produit. Donc il vaut mieux vraiment tester. Le recours parfois à l'achat sur internet peut être très décevant, parce que les couleurs ne correspondent pas, comme je parlais tout à l'heure, des photos qui sont modifiées, donc qui ne rapportent pas le vrai rendu. Alors ce qu'on peut faire lorsqu'on ne trouve vraiment pas sa couleur, c'est prendre une couleur très foncée et une couleur très claire, ou plusieurs couleurs, et créer son propre mélange pour retrouver sa couleur de peau. C'est ce que je fais parfois lorsque j'ai du mal à trouver ma teinte, ou que je suis un peu à court de produits. Donc je mélange pour finir par retrouver la couleur que je veux.